Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir deux rochers vraiment étranges qui viennent d'être découverts à la surface de Mars. Puis on prendra des nouvelles de Polaris Dawn, de la Falcon 9 chinoise et de la New Glenn, la nouvelle fusée géante américaine. Allez, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Les vacances sont bel et bien terminées, le rythme de travail a repris et j'imagine que pour certains d'entre vous, ça ramène des réveils difficiles et des douleurs matinales. Les vacances, ça ne peut pas être toute l'année, mais vous pouvez vous épargner ces souffrances grâce au sponsor de cette vidéo, Emma, le spécialiste du sommeil. Emma commercialise des matelas et accessoires de literie qui n'ont qu'un objectif, améliorer votre sommeil pour que vous soyez au top chaque matin. Leur matelas original a été le plus vendu en France en 2020 et 2021, et leur matelas Hybrid 2 a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Tous deux font appel à une technologie de mousse à mémoire de forme et sont dotés d'une couche Ergocell pour favoriser la bonne circulation de l'air. C'est ce qui vous offrira une position de sommeil optimale et la garantie de dormir au frais. Emma propose également plusieurs oreillers à mémoire de forme. Leur hauteur est réglable grâce à des couches internes et vous pouvez opter pour plusieurs ressentis. 0G avec la gamme Elite, ultra moelleux avec la gamme Nuage et la gamme originale pour un soutien adapté. Enfin, Emma propose des couettes pour vous préparer à l'arrivée du froid. Elles sont lavables en machine et s'adaptent à toutes les saisons. À l'occasion des French Days, entre le 17 et le 1er octobre, Emma offre des réductions allant jusqu'à moins 50% sur tout leur site. Si vous souhaitez vous équiper en literie de qualité, c'est l'occasion parfaite. Pour vous aider, on vous offre 10% de réduction supplémentaire avec le code HugoLisoireYT. Notre code est valable pour sa part jusqu'au 8 octobre à minuit. Pour vous offrir un sommeil de qualité à prix réduit, ça se passe via le premier lien en description et en commentaire épinglé sous la vidéo. Allez, on reprend les actualités spatiales. Depuis l'arrivée de Curiosity et Perseverance sur Mars, la planète rouge nous paraît plus proche que jamais. Chaque semaine, des photos et parfois même des vidéos nous parviennent. Une analyse chimique fait éventuellement ressortir la promesse de la vie, et on attend avec espoir une éventuelle annonce coup de tonnerre. La découverte d'un microfossile ou d'une biosignature qui indiquerait que notre voisine a un jour été habitable et habitée, voire qu'elle le reste dans certains environnements de niche. Ce jour n'est pas encore venu. L'histoire complexe de Mars et de son eau reste encore à découvrir en grande partie. En attendant, on peut se régaler avec des trouvailles étranges qui nous indiquent que même si elle n'a peut-être jamais porté la vie, Mars reste une planète pleine de mystères fascinants. Ces derniers jours, Curiosity et Perseverance nous ont régalé sur ce plan-là, avec deux photos qui mettent en avant des roches singulières. Curiosity, sur Mars depuis maintenant plus de 12 ans, a imagé ce qui ressemble aux pages d'un ancien grimoire, ravagé par le temps et les rongeurs. On n'y lira malheureusement pas les chroniques d'une civilisation disparue puisqu'il s'agit d'une formation rocheuse tout à fait naturelle. Enfin, cette roche a très probablement quelque chose à dire sur l'histoire de la région. Ce qui donne l'impression de former des pages est un ensemble de couches de sédiments ultra fines et légèrement ondulées. Elles ont pu être déposées par des courants d'eau ou par le vent. Curiosity va mener une analyse un peu plus poussée de cet étrange livre pour tenter d'en percer les mystères. À la clé, une meilleure compréhension des conditions qui régnaient dans le cratère Gale. Si de l'eau est responsable, on pourrait lire dans cette roche des éléments assez fins de son cycle. Du côté du cratère Jezero, le petit frère de Curiosity, le rover Perseverance, a dévoilé quelques jours plus tard une autre photo étrange. Une roche zébrée posée sur le sable sans qu'on puisse trop savoir ce qui l'a apporté là. En 27 ans d'exploration de Mars par des rovers, un tel motif n'a jamais été rencontré. Il ne semble pas y avoir aux alentours d'affleurements qui pourraient expliquer la provenance de ce zèbre minéral. Le mystère est complet, mais Perseverance compte bien aider à le percer. Le rover devrait procéder dans les jours qui viennent à une analyse de la roche pour voir ce qui la constitue, et si cela peut nous aider à nous éclairer sur son histoire. Éventuellement, le rover pourrait prélever un échantillon, même si cela s'annonce complexe avec un rocher qui semble libre.
Le retour des échantillons de Persévérance reste suspendu au budget futur de la NASA. Et en attendant, la Chine semble de son côté avancer vers son propre retour d'échantillons martiens, qui pourrait même avoir lieu assez rapidement. Là où les Occidentaux prennent du retard, Pékin semble en effet prendre de l'avance. La semaine dernière, lors du forum de Chengdu, le directeur de la mission Tianwen-3, la mission de retour d'échantillons martiens de la Chine, a annoncé que la date de lancement prévue a été avancée de 2 ans. La Chine pense être capable de lancer sa mission dès 2028, pour un retour des échantillons en 2031. Une échéance très courte sur laquelle Américains et Européens vont avoir bien du mal à s'aligner. Le plan chinois envisage de collecter 500 grammes d'échantillons grâce à une foreuse placée sur l'atterrisseur. Un drone hélicoptère et un rover à 6 pattes pourraient venir compléter le dispositif et fournir des échantillons collectés plus loin du site d'atterrissage. Le potentiel scientifique est certainement moindre que pour les échantillons de Persévérance, qui ont fait l'objet d'un long travail de collecte étalé sur des années et des dizaines de kilomètres. Mais des échantillons moins intéressants qui reviennent sur Terre valent mieux que des échantillons plus intéressants qui restent sur Mars. À voir si ces annonces font réagir la NASA et surtout le Congrès américain qui tient les cordes de la bourse. À défaut d'un effort public, l'Amérique sera peut-être capable de mobiliser un effort privé. Avec la mission Polaris Dawn, on vient de voir qu'il est possible de mener des exploits spatiaux en dehors des prérogatives des agences gouvernementales. On a couvert le décollage et la sortie extravéhiculaire de la mission. Vous pouvez retrouver les replays sur la chaîne. La mission s'est terminée dimanche au petit matin avec l'amérissage de la capsule dans le golfe du Mexique. On se souviendra des images extraordinaires de la sortie de Jared Isaacman en caméra vue subjective et de ces nouveaux scaphandres qui ont permis à 2 membres d'équipage de s'extraire partiellement du Dragon. La mission marque également un record du plus grand nombre de personnes exposées au vide spatial simultanément. Les 4 participants ont en quelque sorte participé à la sortie, même si 2 d'entre eux sont restés sur leur siège. La question qui nous vient maintenant est donc « et ensuite ?» SpaceX n'a certainement pas développé ces scaphandres pour un usage unique. L'entreprise est connue pour ses développements itératifs qui s'étalent sur des années. Seulement, la NASA ne semble pas intéressée. Et il n'y a à ma connaissance aucune autre mission qui prévoit actuellement une EVA en scaphandre SpaceX, mis à part le programme Polaris. Donc oui, la suite, c'est Polaris 2. Elle a été décrite comme une tentative de déplacer ou réparer le télescope spatial Hubble. Seulement, il va être difficile de procéder sans l'accord de la NASA. SpaceX pourrait également se servir des données récoltées pour commencer à travailler sur une combinaison martienne. Il faudrait cependant accepter que cette dernière ne soit pas utilisée avant bien des années. Éventuellement, d'autres missions privées pourraient tenter d'exploiter ces scaphandres pour en repousser les limites. Et peut-être que cette première démonstration saura éveiller l'intérêt de la NASA. On se souvient que Collins Aerospace a décidé en juin dernier qu'il ne souhaitait plus concevoir de nouvelles combinaisons d'EVA pour l'agence. SpaceX pourrait éventuellement trouver ici une place. Il faudrait rendre le scaphandre autonome, le doter de ses propres réserves d'oxygène par exemple. Mais ce serait l'occasion pour SpaceX d'obtenir un nouveau contrat public et les généreuses enveloppes du contribuable qui l'accompagnent. La NASA sera peut-être frileuse à l'idée de confier encore une nouvelle capacité de premier plan à toujours et encore la même entreprise. On va finir par entrer dans une réelle relation de dépendance si ce n'est pas déjà le cas. La NASA n'aura cependant peut-être pas le choix. Avec Collins hors jeu, il n'y a plus qu'Axiom qui travaille encore sur des combinaisons. SpaceX peut maintenant se targuer d'avoir déjà testé en orbite un prototype de scaphandre et se trouve donc par la force des choses l'acteur américain le plus avancé dans le design de nouvelles combinaisons d'EVA. Nul doute qu'on entendra bientôt à nouveau parler de ces équipements. SpaceX a innové dans bien des domaines, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Tôt ou tard, la concurrence finit par s'aligner. La Falcon 9 règne sans partage sur les lancements mondiaux depuis des années, mais elle s'apprête à voir débarquer plusieurs concurrents très sérieux. En Chine, Landspace est en train de finaliser ce qui ressemble le plus à une Falcon 9 bis, la Zhuchué 3. Landspace a déjà marqué les esprits avec la Zhuchué 2, un lanceur de moyenne capacité qui est devenu la première fusée au méthane à atteindre l'orbite en juillet 2023. L'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
La Juche 3 est une fusée beaucoup plus puissante, toujours au méthane, et disposant d'un premier étage réutilisable. Avec ses 76 mètres de haut, elle est pensée pour pouvoir lancer jusqu'à 21 tonnes en version consommable, ou 18 tonnes en version réutilisable. C'est peu ou prou les performances de la Falcon 9, avec le méthane en plus qui promet une réutilisation plus simple et plus poussée. On pourrait se dire qu'il va falloir bien des années à Landspace pour développer un lanceur aussi significatif, mais au vu des dernières images communiquées par l'entreprise, on aurait tort de ne pas les suivre de près. Landspace vient de mener des essais de vol atmosphérique d'un prototype de premier étage le 11 septembre. Au cours d'une démonstration d'un peu plus de 3 minutes, leur prototype est monté à 10 km d'altitude, a éteint son moteur, a fait une descente planée de 40 secondes avant de rallumer son moteur à 4,6 km pour imposer en douceur, à seulement 1,7 m du centre de son pad d'atterrissage. C'est un niveau de maîtrise très avancé qui donne du crédit à l'ambition affichée par l'entreprise. Faire voler sa proto Falcon 9 dès l'année prochaine et récupérer son premier étage dès 2026. Si Landspace va jusqu'au bout de ses ambitions, la Chine disposera d'un sérieux atout dans sa manche pour augmenter significativement sa cadence de lancement, et peut-être même soutenir des lancements nationaux avec l'accord de la CNSA. Aux États-Unis, la fusée phare de SpaceX va enfin faire face à plus gros qu'elle. On entre dans les derniers préparatifs de la New Glenn, le premier lanceur orbital de Blue Origin qui a décidé de sauter la case micro-lanceur. La New Glenn est un monstre de 100 mètres de haut et de 7 mètres de diamètre, capable de placer jusqu'à 45 tonnes en orbite. On ne connaît pas encore précisément la date du premier décollage, mais ça commence à sentir bon. Blue Origin doit mener dans les jours qui viennent des tirs statiques de son premier étage et second étage. Si ces étapes sont validées, on pourra procéder à l'intégration du lanceur. Blue Origin se montrera probablement très prudent pour ce premier vol, et les opérations restantes pourraient encore durer quelques mois. On a cependant de bonnes chances de voir ce monstre s'élever dans le ciel d'ici la fin de l'année. Le premier tir devrait transporter un vaisseau Blue Ring, une sorte de Space Tug capable de faire du service en orbite. Particulièrement massif et doté de panneaux solaires de 44 mètres de diamètre, il devrait être capable de pousser ses missions jusqu'à la Lune, voire jusqu'à l'espace interstellaire. Ce devrait être un atout particulièrement efficace pour Blue Origin, et on espère pouvoir le découvrir rapidement avec un peu plus de détails. La New Glenn nous promet en tout cas une fin d'année fascinante qu'on suivra avec vous dans DNDE. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.